VP9. Stacy Ann rencontre Annie Blanchard lors de son spectacle aux Fêtes gourmandes de Neuville. Ensuite, Sarah Charbonneau s'entretient avec l'humoriste Simon Gouache. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de VP9 Magazine. Ici Stacy Ann Murray aux Fêtes gourmandes de Neuville pour ma rencontre avec la chanteuse Annie Blanchard. De retour aux Fêtes gourmandes de Neuville avec mon invité Annie Blanchard. Salut! Allô! Annie, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je sais que l'amour de la musique, ça fait partie de ta vie depuis très longtemps. Parle-moi du début de ton amour pour cet art. Ah, mais écoute, j'ai commencé super jeune. En fait, du moment que je me souvienne que j'étais capable de marcher, là, mon terrain de jeu préféré, c'était le salon chez nous où est-ce qu'il y avait tous les disques vinyles à mes parents, puis les cassettes 8 pistes, les 8 tracks qu'on appelait chez nous. Ça, c'était un bonheur pour moi. Je me rappelle, je tripais sur Elvis Presley, Kenny Rogers, les artistes acadiens, Zachary Richard, tout ça. Ça faisait partie de mes artistes préférés. Et c'est vraiment là que ma mère a compris que j'aimais faire de la musique ou que j'aimais chanter plutôt au début. Et là, ce qu'elle a fait, elle m'a inscrite dans la chorale de l'Église. Puis c'est là que ça a commencé pour moi. C'est là que j'ai chanté devant du monde pour la première fois. C'est là que j'ai appris à faire des harmonies vocales. C'est une super belle école. Et par la suite, là, j'ai commencé à faire des spectacles à la salle paroissiale de mon village avec tous les artistes locaux de mon coin. J'avais à peu près 14 ans quand j'ai commencé à faire ça. Puis j'ai fait ça jusqu'à ce que je commence ma carrière professionnelle. Tu parles que tu venais de l'Acadie. Est-ce que tu penses que ton chez-vous se transmet dans ta musique? Ah, mais ton oui. côté acadien? Ah, c'est sûr. Ben, en fait, les gens m'ont connu. Mon premier gros succès, ça a été Évangéline, qui est une chanson qui parle de l'Acadie, qui est une chanson acadienne, qui raconte l'histoire de la déportation des Acadiens. Tout ça, ça a été une chanson marquante pour ma carrière. C'est vraiment ça qui m'a lancée, en fait. Fait que avec Évangéline, j'ai l'Acadie avec moi à tous les soirs de spectacle. Mais je pense que la curiosité des gens par rapport à la culture acadienne, c'est ça qui m'a aidée à me démarquer, en quelque part. Puis ça a été important pour moi dans ma carrière. Ton nouveau EP, Hurricane, en anglais, définitivement new country, mais tu as rajouté une touche pop-rock. Oui. Quelle raison? Bien, en fait, moi, j'ai commencé à faire de la musique, je te disais tantôt, là, à l'église, tout ça, la salle paroissiale, tout ça, mais entre tout ça, j'ai fait les bars aussi. Puis dans mes dernières années, là, avant de faire de la musique professionnelle, je faisais quand même pas mal de bars dans mon coin. Puis là, c'est sûr que là, fallait entertainer les gens, puis là, le monde, ils prennent un verre, puis ils veulent avoir du fun. Fait que je faisais beaucoup de rock. On faisait quand même des tunes... Tu sais, moi, j'ai écouté du Guns là, dans ma vie, là, puis du Rolling Stones, puis Metallica. Puis tu sais, les gens, ils en reviennent pas quand je leur dis ça, mais j'ai un côté rock aussi. Alors, c'est sûr que quand j'ai fait Hurricane, je me disais, je veux faire du new country, mais je veux aller chercher ces couleurs-là que j'ai jamais vraiment montrées aux gens avant. Et j'ai eu tellement de fun à faire ça. Je pense que tu as travaillé avec une équipe de Nashville aussi. C'était comment? Oui, ça, c'était vraiment spécial pour moi parce que, tu sais, quand je vivais au Nouveau-Brunswick, mon rêve, c'était d'aller à Saint-Tite, au Festival Western. C'est là que tous les artistes country d'ici veulent aller. Là, je me disais, après Saint-Tite, bien, la prochaine affaire, c'est Nashville. Je veux tellement y aller. J'étais censée y aller avant la pandémie. Et avec tout ce qui est arrivé, ça a tombé à l'eau. Donc, j'ai décidé de faire mon album ici. Et puis j'en suis fière de ça, par exemple, parce que je me dis, hey, j'ai pas eu besoin d'aller à Nashville pour faire un album qui sonne de même, tu sais. On est capable de le faire chez nous. Puis j'ai fait travailler mes musiciens pendant la pandémie. On a fait du studio, c'était super le fun. C'était vraiment des beaux moments qu'on a vécu ensemble. Mais
de rencontrer virtuellement, parce qu'on ne s'est pas vu, mais j'ai rencontré ces gens-là, cette équipe-là de Nashville, Cassidy, qui est une A&R là-bas, qui a fait de la recherche pour les artistes qui ont besoin d'avoir des chansons. Puis les auteurs-compositeurs à Nashville, là, c'est vraiment un bassin là-bas. Là. Les autres, là, mettons, ils se mettent à 3, là, puis ils écrivent. Ils vont écrire des tunes là, toute une soirée de temps, puis c'est tous des hits, là. C'est toutes des hits. Fait que moi, quand j'ai reçu ces chansons-là dans mon Dropbox, là, je capotais ma vie. Je peux pas croire que j'ai accès à des artistes comme Mickey Guyton, qui a écrit ma chanson Brand New. Comme je fais comme, OK, c'est fou, là. C'est des artistes que tu vois là, à Grand Ole Opry, puis partout, là, tu sais. Sarah Buxton, qui a écrit pour Keith Urban, elle a aussi écrit ma chanson If I Knew Better. Fait que j'ai eu accès à ces gens-là. Puis ça, pour moi, c'est vraiment incroyable. C'est un des plus beaux cadeaux. Puis, tu sais, ça m'a permis de mettre un pied aussi dans la place parce que c'est sûr que c'est pas facile de rentrer dans ce monde-là. Donc, j'ai été vraiment privilégiée d'avoir ces contacts-là. Puis, tu sais, je me dis, si éventuellement je veux faire d'autres choses, bien, on sait jamais, mais au moins, je connais du monde, j'ai des contacts là-bas. J'étais pour dire que j'ai des connaissances, là, mais tu sais, c'est bien acadien, ça, là. Tu me parles de faire autre chose. Tu as un projet qui s'en vient avec Maxime Landry. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? Maxime et moi, ça fait longtemps qu'on s'est rendu compte qu'on a le même background, on écoute les mêmes affaires. Des chansons que je pensais que jamais personne aurait connues, lui, les connaissait. Donc, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, on était à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour un événement là-bas, tout seul dans un resto, on se met à jaser. Puis là, ce projet-là prend forme. Il me dit, moi, j'aimerais ça rendre hommage à Kenny Rogers. Bien, je dis, toi, tu fais ça, moi, je vais rendre hommage à Dolly Parton. Puis il me dit, ben là, on va faire les deux. On le fait ensemble, tu sais. Et Maxime, qui est aussi un producteur, écoute, il fait toutes ses propres affaires, il produit ses albums, ses spectacles, ça, c'est vraiment un homme d'affaires. C'est facile de travailler avec Maxime et on chante les chansons de nos idoles de jeunesse, tu sais, fait que... Puis des chansons que tout le monde connaît, mais qu'on a quand même habillées en New Country, dans un son beaucoup plus actuel, avec l'aide de Hubert Maheu, justement, qui nous a réalisé ça d'une main de maître. J'ai pas beaucoup de journées de libre, mais je suis contente. Justement, on va te laisser retourner à ton soundcheck. Oh, merci. Merci beaucoup, Annie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de commencer l'année officiellement 2023 en compagnie de Simon Gouache. Simon, comment vas-tu d'abord? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Officiellement en spectacle ce soir à Québec, mais surtout officiellement de passage pour jaser de ton 3e one-man show, le spectacle live. Est-ce que c'est parce que les autres précédents n'étaient pas en direct que tu nous as menti tout ce temps-là? Donc, tout était live. En fait, c'est que le titre du 3e show, je me suis posé plusieurs questions pour savoir. Je voulais vraiment un titre. Je savais que je voulais un titre court. Okay. Puis, j'essaie de trouver un mot qui me définissait le mieux. Puis c'est toujours à ce mot-là que je revenais, parce que c'est ce que j'aime le plus, vraiment. C'est le live, c'est le sur le moment, dans une salle, un public, un artiste, un spectacle. Donc, j'ai décidé d'y aller avec ce mot-là. J'aimerais que le gouvernement étudie une nouvelle loi que j'ai pensée. Je suis en train de récolter des signatures. Voici la loi que je propose. Alors, mettons que tu es à l'épicerie, OK? Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, OK? Ce spectacle-là est nécessairement le premier que tu as écrit en genre de post-pandémie. Premier que tu as écrit officiellement en tant que nouveau papa, maintenant de 2 enfants, quasi les 2 durant la pandémie. Je salue ta conjointe au passage. Comment ça a été pour toi? Est-ce que ça a changé ton approche dans la réflexion et dans l'écriture, là, pas nécessairement proprement dite, mais dans comment tu as réfléchi ce spectacle-là? Complètement. La réflexion comme telle est assez semblable. Je pense que ma manière d'écrire des shows évolue avec l'âge, avec la maturité, l'expérience. Ce qui a été très, très différent, exemple, de la préparation de mon 2e one-man show, c'est qu'à ce moment-là, j'étais pas père. Je pouvais faire 6 shows par semaine, ne me concentrer que là-dessus, être tout le temps en train de penser à ça. Puis là, avec un enfant, puis après ça, 2, je me suis rendu compte que mentalement, je n'étais plus capable de faire autant de shows. C'est un game changer, pas bien à peu près. C'est ça, tu sais. Donc, on est allé avec une technique complètement différente. Moi, j'ai toujours... pour mon 2e show, comment je fonctionnais, c'est que je faisais des shows de 1h30 avec des idées, puis je pataugeais un peu là-dedans, j'explorais différentes idées. Puis là, avec ce spectacle-là, je me suis rendu compte que je n'étais plus capable de faire ça.
Fait qu'on y est allé à l'inverse. Fait que j'ai commencé à faire une demi-heure. Après ça, la demi-heure est devenue un 45 minutes. Le 45 minutes est devenu 1 heure. Le 1 heure est devenu 1 heure et quart. Alors qu'avec mon deuxième show, c'est le contraire. J'ai fait 2 heures. Le 2 heures est devenu 1h40. Le 1h40 est devenu 1h30. Donc, on est allé à l'inverse. J'aime beaucoup ton sourire timide quand tu dis ça parce que, et sur les réseaux sociaux et en entrevue, je t'ai vu dire et écrire que celui-là, tu l'aimais, même tu l'aimais beaucoup. Puis que même au-delà de tout ça, ce serait probablement ton meilleur spectacle en carrière, mais même rendu à l'âge d'Yvon Deschamps, qui aurait terminé sa carrière. Parle-moi un peu de cet amour-là envers ton nouveau spectacle. Bien, c'est ça, tu sais, je vais le vivre bientôt, là, les premières s'en viennent, puis tout ça, puis évidemment, avec les premières viennent les critiques, puis tout ça. Mais moi, en ce moment, ce spectacle-là, moi, je considère que c'est le meilleur spectacle que j'ai écrit. C'est un spectacle qui est efficace, mais qui est imagé, qui est intéressant, qui est une belle carte de visite pour les gens qui ne me connaissent pas, mais qui est aussi surprenant, je pense, pour les gens qui me suivent depuis longtemps. J'ai juste l'impression que ce spectacle-là, je vais m'en rappeler toute ma carrière. Moi, j'aimerais finir ma carrière en ayant fait 30 one-man shows. T'sais. Moi, c'est ça que j'aime faire dans la vie, c'est des one-man shows. Puis j'ai comme le feeling que quand je vais regarder ma carrière, là, quand elle va être terminée dans plusieurs décennies, je l'espère, je vais me rappeler de ce spectacle-là comme un point tournant dans ma carrière parce que je ne sais pas si c'est l'énergie qui se dégage ou les sujets que j'aborde ou... Tu sais, je veux dire, ma vie a tellement changé dans les dernières années. Tu sais, je suis devenu père de 2 enfants, j'ai déménagé, ma carrière a continué à avancer, je vieillis. C'est un show qui est tellement dense en inspiration, si tu veux, que j'ai l'impression que ça va être un show dont je vais me rappeler longtemps puis je vais être très fier tout au long de ma carrière. Est-ce que pour toi, c'est un défi de dire, OK, là, je vais parler de la même affaire que oui, peut-être on est plusieurs à avoir abordé, mais comment je le twist, comment je l'amène? C'est-tu difficile à faire pour toi ou toi, switcher d'angle, ça se fait puis c'est, au contraire, c'est un cadeau que tu te payes? C'est une excellente question. Je vais essayer de répondre le plus rapidement possible parce que je pourrais t'en parler longtemps. Premièrement, moi, quand j'ai commencé à écrire ce spectacle-là, c'était important pour moi que ce ne soit pas un spectacle qui s'adresse aux parents. Je voulais un spectacle qui s'adresse à tout le monde, où tout le monde peut avoir les référents. Donc, les premières versions du spectacle, j'abordais à peine mes enfants et ma nouvelle vie de père. Comme si tu voulais t'éloigner un peu de ça. Oui, peut-être, tu sais, volontairement. Okay. Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'est absolument impossible de passer à côté. C'est en ligne. Il y a une caisse d'ouverte. Vous êtes 6 en ligne. OK? S'il ouvre une 2e caisse et que la 6e personne en ligne se dépêche, son compte est gelé pendant 6 mois. Marche-tu ça? Qu'est-ce que je te souhaite pour ce 3e spectacle-là, pour ton spectacle live? Oh, hey, je te dirais la santé. Ouais. Et la santé de ton plus jeune aussi, je pense. Oui, c'est ça. Mais non, mais d'être en forme, parce que, je veux dire, reste que faut que je le performe, ce spectacle-là, puis je veux être en forme pour le performer, pour le montrer au plus de monde possible, parce que je veux vraiment que ce show... J'aimerais vraiment ça que beaucoup de monde voit ce show-là, parce que je pense que ça vaut la peine d'être vu. Puis moi, j'en suis très fier. Donc, être en forme pour bien le livrer devant le plus de monde possible. Puis sache que tu seras toujours le bienvenu pour venir nous parler de ton 4e, de ton 5e, de ton 6e, de ton 10e one-man show. Ça va vraiment être un plaisir de suivre toutes ces belles aventures-là. C'est très gentil. C'est tout pour nous aujourd'hui. Suivez-nous sur Facebook pour des extraits supplémentaires de nos reportages. C'était Stacey Anne Murray pour votre VP9 Magazine.